Bonjour et bienvenue sur Bien-être et résilience. Lors de l'épisode numéro 2 consacré à l'estime de soi, j'avais parlé du fait que la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi étaient les trois composantes de l'estime que nous nous portons à nous-mêmes. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'un de ces trois éléments, la confiance en soi. J'ai reçu beaucoup de questions sur ce facteur et pour nous permettre d'y voir plus clair, je reçois aujourd'hui Magali Bardet qui est thérapeute holistique à Erugne dans le Pays Basque, dans le 64. C'est parti pour l'épisode numéro 4. Bonjour Magali, Bonjour Johan. comment tu vas? Eh bien, ça va très très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Ah, c'est chouette. Alors, avant qu'on parle de la confiance en soi, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la thérapie holistique? Tout à fait. Donc, la thérapie, c'est le fait de prendre soin des autres. Et holistique, ça vient du grec holos, qui veut dire dans la globalité. Donc, en fait, la thérapie holistique s'attache à prendre l'individu dans sa globalité afin d'aller voir tout ce qui se passe au niveau physique, énergétique, émotionnel. Ça fait combien de temps que tu fais ça, en fait, d'être thérapeute holistique? Mais en fait, j'étais infirmière auparavant et je me suis tournée vers tout ce qui était thérapie alternative pour moi, pour prendre soin de moi. Et ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé à prendre soin des autres. D'accord, 6 ans. OK. Tu fais ça essentiellement, en cabinet? Parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui pratiquent, que ça soit en sophrologie, en coaching comme je fais moi ou autre, qui font aussi à distance. C'est ce que tu fais ou tu préfères, voir les gens, les recevoir? Alors moi, je les reçois principalement au cabinet. J'ai quelques personnes qui me demandent des soins à distance, effectivement, des soins énergétiques. Mais c'est vrai que la plupart des soins que je propose ne peuvent être faits réellement qu'en cabinet. Et c'est ce que je préfère, en fait, de recevoir Mmh. les gens, de les voir vraiment en physique. OK. Alors, dans l'épisode qui parlait de l'estime de soi, moi je disais que, la confiance en soi, c'était la capacité qu'on avait à agir, tu vois? Le fait d'entrer en action. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que toi tu as une définition qui est différente? Alors, tu vois, moi, quand je me questionne sur la définition d'un mot, j'aime toujours aller voir son étymologie. Ça, c'est mes études de lettres qui m'ont un petit peu conditionnée. Et je trouve qu'en allant voir du côté de l'étymologie, on se reconnecte en fait à l'essence même du mot, puisque la langue évolue, bien sûr, c'est normal. C'est une langue vivante qu'est le français. Mais quand on va voir, tu vois, le mot confiance, qui vient du verbe confidérer, on se rend compte que dans la définition même, il y a cette notion de bienveillance. En fait, on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à sa bienveillance. Et pour le coup, je trouve que par rapport à la confiance en soi, c'est essentiel puisque voilà, si on s'accorde toute la bienveillance qu'on mérite, on peut vraiment se permettre d'y croire, de rêver, de créer et d'avancer. Alors, on parle aussi beaucoup de critères de performance lorsqu'on parle de confiance en soi. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors les critères de performance, ils sont essentiels, afin d'avoir, comme ça des objectifs à atteindre. C'est ce qui va finalement nous motiver, nous stimuler et nous faire avancer. Seulement, quand on a des critères de performance qui sont un petit peu trop élevés, quand on met la barre un petit peu trop haute, ça peut générer du stress et ça peut nous faire, ça peut nous déstabiliser, nous faire perdre justement, les moyens et puis, échouer. Donc, il est C'est important d'en avoir, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à pas mettre la barre trop haute. d'accord, c'est des choses que tu vois toi, habituellement lorsque tu reçois des gens qui se sont peut-être, fixé des objectifs beaucoup trop, élevés, beaucoup trop durs à atteindre et ça vient impacter leur confiance en eux et donc l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes? Oui, tout à fait. Alors, il existe plusieurs types de critères de performance. Il y a les critères de performance qu'on se fixe à soi-même. Alors, peut-être pour montrer qu'on a de la valeur, pour montrer aux autres qu'on peut y arriver. Et puis, il y a souvent, ce que je vois moi, c'est les critères de performance qui ont été établis par la sphère familiale lorsqu'on était enfant, ou par bien sûr, le monde éducatif à l'école. Et l'enfant est conditionné finalement à toujours donner le meilleur de soi-même. Mais parfois, voilà, c'est un petit peu lourd. Et c'est des schémas qui sont repris et répétés après à l'âge adulte. Et moi, ce que je m'attache à faire avec les personnes qui viennent me voir quand il s'agit d'un problème de confiance en soi, c'est de déterminer justement d'où le manque de confiance en soi vient et quels sont les critères de performance qui ont pu être mis en place durant toutes ces années. Alors,
Moi, en coaching, je reçois, beaucoup de gens qui viennent me voir pour, des questions de confiance en eux. Mais lorsqu'on étudie, lorsqu'on tire un peu les fils, hein, les questions que l'on pose en coaching, je me rends compte que c'est pas toujours une question de confiance en soi. Ça peut être, une image de soi qui est un peu basse, on va dire, ou un amour de soi qui a été, comme tu le disais, impacté par ce qui s'est passé, dans l'enfance ou autre. Est-ce qu'en thérapie holistique, on part directement du principe que si la personne vient nous voir pour un manque de confiance en soi, on part directement là-dessus? Ou toi aussi tu fais une recherche un petit peu, avec le client pour voir un peu ce qu'il en est? Non, non, bien sûr, on part toujours, d'un entretien. L'anamnèse est cruciale, puisque, chaque personne est différente, chaque histoire est différente, chacun a sa propre carte du monde. Donc il est vraiment essentiel d'aller, chercher, ce qu'il en est. Donc bien sûr, il y a des questions, précises qui sont posées, à la personne et puis de là, on détermine justement par quoi on va commencer. Donc on commence, toujours par aller voir, en amont ce qui s'est passé dans sa vie. OK. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu peux donner un exemple, j'allais dire, concret de questions que tu vas poser ou comment tu vas essayer de remonter? Parce que si tu veux, moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir un peu ton avis là-dessus, dans le sens où, en coaching, on a l'habitude de dire qu'on est vraiment ancré dans le présent et tourné vers l'avenir. C'est quelque chose qui est hyper important lorsqu'on explique ce qu'est le coaching à un client. De ce que tu m'as dit, en thérapie holistique, vous allez quand même faire un focus sur Mmh. le passé? Oui, oui, c'est pour moi essentiel. Après, tous les thérapeutes ne fonctionnent pas, j'imagine de la même façon. Mais moi, je pars du principe que, le passé de la personne a conditionné, ce qu'elle était aujourd'hui et va donc, pour le coup, conditionner, ce qu'elle sera demain. Donc, effectivement, l'anamnèse est très, très importante et les questions types que je vais poser, alors, outre, tout ce qui est, bien sûr, d'ordre médical puisque, moi je m'attache également à aller voir ce qui se passe sur le plan physique et quel a été le parcours médical de la personne puisqu'il y a un fort lien entre, bien sûr, le corps, et les émotions. Les questions que je vais poser outre cela, ce sont par exemple des questions telles que quels sont les événements qui vous ont marqué négativement dans votre vie. Et puis, bien sûr, on finit toujours sur une note positive en posant la question inverse, quels sont les événements qui vous ont marqué positivement, puisque c'est déjà une première façon de reconnecter la personne à ses ressources. Mais c'est vrai que les événements qui ont pu marquer la personne sont vraiment essentiels puisqu'on va faire forcément des liens entre ces événements-là et puis la façon dont elle se sent aujourd'hui. Même si elle ne fait pas les liens de suite en arrivant dans le cabinet, bien sûr, mais on commence déjà à tirer un petit peu les ficelles et moi, voilà, je m'attache à faire les liens. OK. Hem, Qu'est-ce que tu vois habituellement? On va rentrer un peu plus, dans le vif du sujet de la confiance en soi, en tant que telle. Qu'est-ce que tu vois comme type de symptômes et comme, impact sur le quotidien, chez les parmi les clients que tu reçois justement à ton cabinet? Alors c'est intéressant cette question puisque j'ai vu vraiment une réelle évolution après le confinement et j'ai reçu pas mal de personnes qui avaient envie, qui ressentaient le besoin de faire une reconversion professionnelle, mais qui n'avaient pas forcément les clés, qui n'avaient pas forcément la confiance nécessaire pour entamer cette démarche-là. Donc c'est vrai que depuis quelques années, c'est essentiellement ce type de personnes que je vais recevoir par rapport quand on parle de confiance en soi. Donc mon rôle est justement de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent faire leur propre choix, sans jamais Mmh. rien induire bien sûr. Et je pense qu'en coaching, c'est exactement la même chose. Bah, en coaching, c'est vrai que les clients que je vois que je reçois pour ce genre de problématique, j'ai envie de dire, ça va être, de la confiance en soi qui va soit impacter, la relation qu'ils ont avec les autres. Ça peut être dans la sphère, personnelle ou ça peut être dans la vie professionnelle et effectivement, dans la vie professionnelle, ça va être un manque de confiance en soi, qui va, qui va les empêcher d'évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont ou elles sont. Hem Et aussi, tu sais, sur des besoins de progression dans la carrière, Ouais. d'aller échanger avec un manager ou un directeur pour pouvoir, Heu, tout simplement avoir une promotion, ce genre de choses. Ou, ça va être un manque de confiance en soi pour, de la prise de parole en public, ce qui peut être,
très fréquent, selon les métiers et donc les symptômes que je vois par rapport à ça, ça va être beaucoup de repli sur soi, Mmh. heu, beaucoup de peur d'aller de l'avant, beaucoup de peur de prendre des décisions aussi. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement et à partir de là, bah, l'impact sur le quotidien, il est assez important parce que on parle, tu sais, on parle toujours d'un équilibre entre, la vie personnelle et la vie professionnelle, mais effectivement, si on a un manque de confiance en soi dans la sphère familiale ou dans sa vie perso, bah, ça va venir impacter, la façon dont on travaille et l'inverse est vrai aussi, si, le manque de confiance en soi, va nous empêcher de prendre certaines décisions, de résoudre certaines, problématiques que l'on va avoir, dans le milieu du travail, bah, c'est quelque chose qu'on va ramener à la maison donc heu autant, en coaching, on va aller un peu dans le passé, mais pas trop. Mais autant on va beaucoup, regarder ce qui se passe aussi bien du côté pro que du côté perso, parce que les 2 encore une fois, interagissent, Bien sûr. énormément, l'un avec l'autre. C'est quelque chose que tu vois toi aussi dans ta Oui, pratique? oui, tout à fait. Alors après, on voit de tout, bien sûr, le manque de confiance en soi peut être très spécifique. Une personne peut être, super à l'aise au travail parce que ça fait, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans qu'elle fait le même métier et qu'elle se sent vraiment, opérationnelle, qu'elle a ses marques et cetera et pour autant, elle peut manquer de confiance, dès qu'elle va se sentir sortir de sa zone de confort. Donc ça aussi, il faut vraiment aller évaluer, où est-ce qu'elle peut trouver ses ressources parce que bah, être à l'aise au travail, c'est quand même une ressource et on peut vraiment s'appuyer dessus. Et puis, ben, qu'est-ce qui fait que justement, elle va perdre pied dès lors qu'elle va envisager autre chose. Donc tout ça, il faut vraiment aller l'étudier et afin d'avancer. Alors Magali, on a parlé des différents symptômes et de l'impact. Alors je vais revenir quand même sur les symptômes parce qu'on a vu que ça pouvait vraiment avoir, une incidence sur la vie perso et sur la vie, professionnelle. Donc les symptômes, ça va être, un repli sur soi, les symptômes, ça va être la peur d'aller de l'avant, les symptômes, ça va être aussi, la peur de prendre, des décisions. Quand tu reçois quelqu'un, quand quelqu'un vient te voir au cabinet, à ton cabinet, quels sont les outils, quelles sont les clés que tu vas mettre en place pour pouvoir les aider à développer ou à améliorer la confiance, qu'ils ont en eux? Alors les clés sont variables puisque chaque individu est différent, mais je m'aperçois quand même bien souvent que les personnes se sont déconnectées de leurs émotions. Et il est essentiel d'être connecté à ses émotions afin de pouvoir s'écouter, renouer avec cette boussole intérieure et puis tout simplement ressentir la joie qu'on pourrait avoir si on atteignait un objectif bien précis. Et puis ben, se connecter aussi à ce stress qui est naturel et qui peut être moteur justement dans toute nouvelle entreprise. C'est ce qui va nous aider finalement à avancer et aller de l'avant. Donc déjà, la reconnexion au corps est essentielle. Les émotions, c'est vraiment le corps, c'est vraiment ce que notre corps va nous donner comme information sur ce qu'on est en train de vivre. C'est intéressant. C'est vrai qu'en coaching, moi, ce que je vais faire, entre autres, mais il y a quelque chose que tu as évoqué que je reprends beaucoup, c'est, la projection. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça pourrait améliorer dans notre quotidien si on avait plus confiance en nous? Donc, dans le quotidien, la vie perso, dans le quotidien, la vie, professionnelle aussi. Et l'idée, c'est vraiment, d'imaginer, des situations très, très, concrètes et de se dire et de voir et de projeter la façon dont si on avait plus confiance en nous, qu'est-ce que ça donnerait? Il y a un autre exercice que je fais aussi, c'est, je demande à la personne de penser à quelqu'un qui représente ça, qui représente la confiance en soi et une fois qu'on a bien identifié cette personne, c'est de décrire ce que l'on voit, de décrire la manière dont elle parle, la manière dont elle se comporte. Quelles sont ces petites choses qui font qu'on se dit: «Cette personne-là, elle a confiance en elle»? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'on manque de confiance en nous mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On n'arrive pas vraiment à on c'est toujours la même chose, c'est, «Ah bah, je prends pas la parole en public, je suis un peu effacé». Ça va toujours être ces choses-là, mais lorsqu'on va vraiment faire le focus sur une personne qui, pour nous, représente, une forte estime de soi,
une belle image de soi, une belle confiance en soi et autres, heu, ça permet vraiment de mettre le doigt dessus et surtout de mettre, des mots sur, à quoi correspond dans notre tête, même si au départ on a du Mmh. mal à l'exprimer, à quoi correspond la confiance en soi. Et donc ça, c'est un des outils que j'utilise beaucoup, c'est, 1 la projection, s'imaginer dans des situations particulières, c'est-à-dire, je veux une promotion, j'estime, que, après tant de temps dans la société et après ce que j'ai pu, faire, hem, j'ai envie de parler à mon manager ou à mon directeur d'une promotion que je pense mériter, mais, je ne sais pas comment y arriver ou autre. Et ben, on va aller dans la projection et s'imaginer déjà avec la promotion et qu'est-ce que ça nous apporterait de positif. Donc là, c'est vraiment le côté, projection. Et puis le côté comparaison, pour résumer, c'est, se comparer avec quelqu'un qui, d'après nous, encore une fois, on dégage une immense, confiance en elle, quoi. J'adore ces 2 outils. Oui, je les utilise également beaucoup. Alors je me suis beaucoup servie moi de la modélisation, justement, lorsque j'étais en pleine reconversion professionnelle, parce que, bah, c'était quand même, quelque chose de nouveau pour moi et c'est vrai que j'avais la chance de rencontrer des formatrices, des formateurs qui m'inspiraient et on avait appris justement ce petit truc, ce petit outil, de modélisation, de modéliser quelqu'un. Alors c'est pas le copier, hein, c'est juste s'inspirer en fait de ce qu'il est, de ce qu'on aime en lui, de ce qu'on trouve super chouette et de ce qui nous motive pour nous aussi avancer et y arriver. Et puis la visualisation également est un outil que j'utilise énormément, surtout en séance de kinésiologie. Effectivement, grâce à nos neurones miroirs, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et donc, on peut vraiment se servir de cet outil qui fait ses preuves, hein, qui est super efficace pour faire imaginer, visualiser une situation à une personne et puis qu'elle puisse se l'approprier afin de se la rendre possible dans sa réalité. C'est effectivement quelque chose que j'utilise aussi beaucoup en performance mentale avec les sportifs. Comme tu le disais, le cerveau ne fait pas la différence quand vraiment tu es concentré sur quelque chose, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il est en train de s'imaginer. De toute façon, il y a des études qui ont été faites, on voit que ça active quasiment les mêmes régions du cerveau quand tu agis, quand tu fais quelque chose. Là, je fais un petit parallèle par rapport au sport, mais si tu t'imagines en train de taper dans un ballon de foot et si tu le fais en vrai, c'est encore une fois, c'est quasiment les mêmes zones du cerveau qui s'activent donc la l'imagerie mentale est quelque chose qui fonctionne, réellement. On revient sur la confiance en soi et on revient sur la thérapie holistique. Hem, je pense que et je crois savoir que vous utilisez en thérapie holistique aussi des produits comme les fleurs de Bach ou autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'utilise effectivement, les fleurs de Bach que je trouve incroyablement efficaces et puis, alors j'ai commencé par l'aromathérapie, hein, puisque je me suis formée, aux huiles essentielles, quand j'ai commencé toutes mes formations. Mais c'est vrai que j'affectionne particulièrement les fleurs de Bach parce qu'il n'y a aucune contre-indication, aucun risque de surdosage, aucune, interaction médicamenteuse. Donc ça peut convenir absolument à tout le monde, les tout petits comme, les adultes. Les fleurs de Bach vont vraiment à la fois apporter du confort émotionnel immédiatement, mais aussi venir rétablir l'équilibre émotionnel sur du long terme. Donc moi, c'est vraiment ça que je trouve super intéressant. On peut même travailler sur un trait de caractère dès lors que ça pose un problème à la personne, bien sûr. Il existe 39 fleurs de Bach et chacune va venir équilibrer un état émotionnel bien particulier. Donc là encore, l'anamnèse, l'entretien avec la personne est essentiel pour venir cibler ce que la personne a envie de travailler. Et puis, moi, voilà, j'ai la chance de pouvoir d'être conseillère en fleurs de Bach et de pouvoir préparer des petites préparations personnalisées en lien avec ce qu'on est en train de travailler en séance. Donc, c'est plutôt chouette. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre pendant longtemps? Comment ça fonctionne en termes de posologie? Alors, les fleurs de Bach, on peut s'en servir très ponctuellement si on ressent le besoin au jour le jour. Mais on peut s'en servir également sur des problématiques qui sont beaucoup plus ancrées, qui durent depuis beaucoup plus longtemps, sur des cures de 21 jours, puisqu'on sait que 3 semaines, c'est le temps qu'il faut pour le renouvellement cellulaire. Et au niveau des émotions, c'est exactement la même chose. Donc, si on veut vraiment switcher sur un autre mode de fonctionnement, on les utilise pendant 21 jours. 4 gouttes du mélange que je prépare, 4 fois par jour au minimum. Et ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que
ça va permettre à la personne de se reconnecter à ses émotions, à ses ressentis, puisqu'elle va pouvoir rajouter autant de prises qu'elle le souhaite dès lors qu'elle en ressent le besoin. Et je me rends compte que bien souvent, les gens ont oublié de s'écouter. Donc, le fait d'avoir en leur possession cette petite fiole de fleurs de bac va les inciter à vraiment se poser la question tout au long de la journée, comment je me sens? Et à apporter au corps, justement, grâce aux fleurs de bac, l'équilibre recherché. Et ça, c'est quand même, je parle souvent des deux effets qui se coulent. C'est vraiment l'effet des fleurs de bac par leur efficacité, hein, et puis la reconnexion que peut avoir la personne à ses propres ressentis. OK. Alors c'est vrai que moi je fais pas de prescription en coaching, on n'en fait pas. Je peux, si vraiment le client me demande, je peux lui donner des pistes. Moi, les pistes que je donne, c'est plutôt, lié au CBD parce que le CBD, on l'utilise beaucoup, pour, traiter, j'allais dire, l'anxiété et le manque de confiance en soi est un des facteurs, générateurs d'anxiété et c'est vrai que je pars plutôt, en ce qui me concerne moi sur des produits à base de CBD, couplés à des huiles essentielles. Tu l'as dit, les huiles essentielles sont quelque chose de vraiment, intéressant, de par les Mmh. différentes, les différentes choses que ça va nous apporter, hein et le fait de le coupler avec le CBD, ça vient magnifier, par exemple, si on prend, la verveine et ben, on a d'un côté, le côté, du CBD qui apaise, qui relaxe. La verveine qui est aussi, quelque chose d'intéressant et de très important et très utile pour pouvoir, régler, par exemple, des problèmes de sommeil et les 2 couplés ensemble, ça fonctionne bien. Mais encore une fois, en coaching, on n'a pas ce côté, heu, prescription de produits et c'est intéressant de voir qu'en thérapie holistique, vous fonctionnez différemment. Alors après, la thérapie holistique, hein, comme j'expliquais, hein, chacun a ses propres outils. Donc là, moi, ce que je t'explique, c'est me concernant par rapport aux formations que j'ai faites et à ce qui m'attirait. Mais après, chaque thérapeute holistique fonctionne différemment dans la mesure où, quoi qu'il arrive, il prend vraiment la personne dans sa globalité, mais avec ses propres outils et ses propres centres d'intérêt également. Mmh. Je pense que c'est une des principales différences entre le coaching, il y en a plusieurs, mais entre le coaching et la thérapie holistique, c'est que vous prenez vraiment la personne dans sa globalité. En coaching, on va plus être, focalisé sur, le bien-être émotionnel, même si le corps est hyper important et même si on ne fait pas l'impasse, hein, sur le corps. Mais Bien de sûr. toute façon, comme tu le disais, tout à l'heure en introduction, de par même, la définition, holistique, c'est un tout. Mm. C'est le corps et l'esprit et c'est là où on voit, les différences qu'on peut avoir entre nos 2 pratiques. Hem, il y a une notion, que je voudrais qu'on aborde ensemble et que tu nous donnes un peu ta définition, c'est sur, la résilience. Parce que c'est quelque chose de très important, déjà de manière, j'allais dire, normale, classique, quotidienne. Mais, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la confiance en soi, la résilience, est vraiment à mettre au mot. Tu peux nous en dire, Oui, 2 bien 3 mots sûr. justement? Mais quand on parle de confiance en soi, on a parfois l'impression qu'il faut avoir une confiance inébranlable en fait en tout ce qu'on va faire et en la vie, qu'on n'a jamais le droit de douter, qu'on n'a jamais le droit d'échouer. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. La confiance en soi va nous permettre d'avancer, d'oser visualiser quelque chose de nouveau, et puis va nous pousser à y arriver. Mais parfois, on n'y arrive pas. Et ça aussi, il faut l'accepter. Dès lors qu'on a confiance en soi, on a aussi confiance en la vie et confiance en tout ce qui va pouvoir se passer. Donc finalement, échouer n'est pas quelque chose de catastrophique dans le sens où on va apprendre de ce qui vient de nous arriver, on va apprendre de ses erreurs peut-être, apprendre du fait qu'on n'ait pas réussi à atteindre totalement ses objectifs. Et là, on est vraiment dans la résilience. La résilience, c'est une notion qui a été créée par Boris Cyrulnik, hein, qui est donc un auteur, qui est psychiatre, psychologue. Et comme il l'a défini, c'est l'art de naviguer dans les torrents, en fait. Donc, c'est le fait de faire peut-être de nos échecs, des difficultés, de ce qu'on a pu vivre des fois de plus terrible, une force et une façon de se relever, d'apprendre et d'avancer. Donc, quand on parle de confiance en soi, pour moi, il y a toujours derrière quand même cette notion de résilience qui va nous permettre d'avancer quoi qu'il arrive. Ouais, je suis carrément d'accord. C'est vrai qu'on tu sais, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est, «Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts». Je suis
pas complètement d'accord avec cette phrase dans le sens où, justement dans la résilience, il y a le fait d'aller plus loin. Il y a le fait de surmonter, le trauma, de surmonter ce qui nous a fait du mal, et qui dit surmonter dit, là, pour le coup, nous rendre plus forts. Si c'est juste se prendre, j'allais dire, des baffes dans le visage, mais ne rien faire pour Mmh. surmonter ça et pour aller plus loin, c'est pas ça qui va nous rendre plus forts et dans le concept de résilience, comme tu le disais, ce qui est hyper important, c'est d'avancer, c'est de comprendre et de faire en sorte, d'aller mieux et ça, Mmh. c'est hyper important, ouais. Alors il faut avoir les ressources pour le faire, bien sûr, hein, donc c'est tout là que, toi et moi, on est essentiels dans l'accompagnement des personnes parce que, c'est pas forcément évident, de pouvoir voir quelque chose de négatif, comme, se transformer en quelque chose de positif. Mais voilà, ça s'apprend avec tout le cheminement qu'on peut avoir sur, le plan personnel. Alors pour conclure, Magali, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de la confiance en soi, qu'est-ce que c'était, tout bêtement en termes de définition. On a parlé de critères de performance, on a vu les différents symptômes, on a vu, comment ça impacte notre quotidien, on a parlé des clés et des outils. Si tu devais donner un seul conseil pour quelqu'un qui veut commencer à travailler la confiance pour une personne qui veut commencer à travailler la confiance en elle, Hem, évidemment, ce qui est bien, c'est de pouvoir se faire accompagner. C'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas tout le temps se sortir de toutes les situations, tout seul et ça, c'est important, d'en avoir conscience. Mais quelqu'un qui veut commencer, aujourd'hui à travailler sa confiance en soi, tu lui donnerais quoi comme conseil pour commencer? Alors déjà d'ouvrir les yeux au quotidien sur toutes les petites choses positives, qui peuvent l'entourer. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui voient le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Donc ça commence vraiment par changer son état d'esprit. Alors parfois c'est compliqué, parce qu'il y a tout un tas de schémas qui freinent la personne et qui l'empêchent justement, d'aller vers cet esprit positif. Alors tous ces schémas-là, en thérapie holistique, on peut vraiment les travailler et une fois qu'on les a travaillés, une fois qu'on a, libéré la personne de tous ces schémas limitants, la personne peut commencer à vraiment choisir. Mais outre le travail qu'on fait en cabinet, il y a aussi tout ce travail qu'on fait au quotidien, donc s'entourer de personnes positives. Ça peut être aussi ça, puisqu'on est tous liés les uns aux autres. Donc l'énergie se partage. Donc si on est entouré de personnes toxiques, on va avoir du mal à vibrer à une fréquence vibratoire suffisamment haute pour se sentir bien et se sentir positif. Et puis, je crois que le travail de confiance en soi se fait pas après pas. Donc, un pas par jour, une idée à la fois, un objectif réalisable à la fois, et ça permet à la personne de mesurer les progrès au quotidien, au fur et à mesure des jours qui sont réalisés. Et là, on rentre vraiment dans le cercle vertueux, hein, qui est que voilà, je réussis, donc je sais que je peux réussir, donc je peux à nouveau rêver de réaliser quelque chose. Et puis, comme cette confiance en moi qui commence à naître, je réussis encore. Et là, on est vraiment dans le cercle vertueux et plus dans le cercle vicieux de la négativité. Ouais, merci. Je te rejoins, à 100. C'est vrai que le conseil que je donnerais pour ma part, j'en donnerais 2, mais que tu as évoqués, c'est effectivement de faire le point. Ça va être vraiment de regarder attentivement tout ce qui nous entoure et de voir, ce qui potentiellement vient impacter la confiance qu'on a en nous et il y a une deuxième chose hyper importante et dont tu as parlé et sur lequel j'ai envie d'insister, c'est l'entourage. C'est-à-dire que, ça peut avoir un impact positif comme avoir un impact extrêmement négatif, sur notre estime de soi et donc sur notre confiance en soi aussi. Les relations toxiques, les personnes qui nous tirent, vers le bas, ça c'est des choses qu'il faut éviter un maximum et c'est vrai qu'une fois qu'on a identifié toutes ces choses-là, ça nous permet de commencer un travail sur nous-mêmes et pourquoi pas après de nous faire accompagner, par des spécialistes. Magali, un mot de la fin? Eh ben écoute, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, de croire en eux, autant qu'ils le peuvent et puis de ne pas hésiter à se faire accompagner effectivement, s'ils voient qu'il y a des freins. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont envie d'eux, mais qui n'y arrivent pas. Donc avoir envie déjà, c'est le premier ingrédient.
le choix est le premier ingrédient à son évolution. Et puis, ben voilà, dès qu'on se dit j'ai envie mais je n'y arrive pas, ben de se faire accompagner et d'aller à la rencontre de professionnels et puis ben, au feeling de le choisir et de continuer à avancer avec son aide. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question de feeling, hein, lorsque l'on travaille avec, que ça soit un coach, un psy, un thérapeute holistique. C'est hyper important qu'il y ait un bon fit, comme on dit, entre les 2 pour pouvoir, travailler sereinement, pour pouvoir créer un climat, de confiance, pour pouvoir avancer et résoudre, les différentes problématiques, sur lesquelles on a envie de travailler. Et on est encore dans la confiance, voilà. Attribuer Exactement, sa confiance à l'autre, ben, c'est aussi s'attribuer la confiance à soi-même et inversement. Donc, la confiance dans une relation euh, de client à coach ou à thérapeute est ultra, ultra importante. clairement. Magali, merci. Merci beaucoup, d'avoir Merci à toi, participé Johan. à ce podcast. C'était, Bien-être et résilience. Je vous dis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la santé mentale compte et aussi la santé physique, c'est un tout. À bientôt. Au revoir.